Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h42 avec notre invité ce matin, Luc Châtel, président de la plateforme automobile PFA. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Vous êtes le co-organisateur, l'organisateur de ce mondial de l'auto qui se tient porte de Versailles à Paris. Qui tient debout, avant de voir toutes les questions autour de l'électrique et toutes les polémiques, il tient debout alors que beaucoup d'autres salons ont fermé leurs portes. Écoutez, oui, c'est une vraie satisfaction parce que nous avions pris un pari. En 4 ans, date du dernier mondial, le monde automobile a été complètement bouleversé et le monde des salons automobiles a été bouleversé. Songez que Genève a disparu et la prochaine édition aura lieu au Qatar. Francfort a disparu et maintenant à Munich avec un salon des mobilités où il y a plus de trottinettes que de voitures. Et Détroit qui s'est tenu, qui était le plus grand salon américain, qui s'est tenu il y a 3 semaines, est devenu un salon régional. Donc c'était un pari d'organiser ce salon. C'était un pari de l'organiser différemment, c'est-à-dire de vraiment qu'il soit la vitrine de ce nouveau monde automobile dont on va parler. Et pour l'instant, on est ravis de voir le monde, le succès. Qui a dit que la voiture n'était pas populaire ? La démonstration, c'est au salon mondial de l'auto. Même s'il n'y a pas certaines voitures qui faisaient rêver comme auparavant, qui sont un peu, parfois pour certaines marques qui sont... Mais est-ce que les absents ont tort ? Parce que les absents, ce sont parfois aujourd'hui, ce sont des constructeurs européens, certains Français, et alors que les Chinois sont là en force, quoi, et les Vietnamiens, et un Vietnamien même. Écoutez, moi je regarde ceux qui sont là. Ceux qui sont là, ce sont les 2 groupes français. C'est une fierté d'avoir 2 constructeurs mondialisés et qui ont pris ce virage de l'électrique, de la voiture décarbonée qui présente au salon de grandes innovations. On a des équipementiers exceptionnels. Valeo présente un moteur avec, vous savez, sans aimant, sans terres rares, donc qui est une des vraies solutions au défi de la batterie de demain. Nous avons des constructeurs français d'hydrogène, des start-up. C'est ça le nouveau monde automobile, c'est qu'aujourd'hui on est à l'époque des pionniers. Donc vous avez des sociétés qui émergent, qui investissent dans l'automobile de demain. Donc, et c'est ça que nous présentons. Et la vitrine le salon, il est la vitrine du monde de l'automobile. Oui, qui est en pleine mutation, en pleine révolution, évidemment, et puis d'un point de vue industriel qui est capital pour la France, quoi. Bien sûr, avec on va en parler, mais des milliers d'emplois qui sont aussi menacés. Il y a d'un côté le mondial de l'auto et juste à côté les équipementiers avec Équipe Auto. Alors, est-ce qu'il faudra acheter ou non des électriques à l'avenir, comme l'exige l'Europe, alors que le patron de Stellantis, Carlos Tavares, lui-même a émis des doutes sur le tout électrique, lundi, alors qu'il y avait Emmanuel Macron. Question cash avec vous, Luc Châtel. L'objectif fixé par l'Union européenne du tout électrique en 2035, est-ce que c'est un pari tenable ? C'est une vraie question. Aujourd'hui, la filière se met en marche. Elle a déjà obtenu des résultats importants, puisque je rappelle que depuis le dernier salon, il y a 4 ans, la part de marché des véhicules électriques a été multipliée par 10. Aujourd'hui, les modèles qui sont présentés au mondial de l'auto, il y a 5 fois plus de modèles dans le catalogue des constructeurs qui sont électriques qu'il y a 4 ans. Donc, si vous voyez, on a pris ce virage. La question, les voitures, elles seront là. Je l'ai dit déjà à votre antenne. Les constructeurs font le travail. La filière est en train de faire cette mutation. Le vrai sujet, c'est les conséquences de tout cela. C'est de savoir si les consommateurs seront là. C'est un peu l'acceptation sociale. Est-ce que la voiture électrique qui coûte 50% plus cher va pas devenir un produit de luxe? Et ça, c'est un énorme problème parce que ce qui a fait le grand succès de l'automobile, c'est son accessibilité. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Renault a vendu 8 millions de 4L? Ils présentent leur nouvelle 4L au salon. Eh bien, pourquoi ils ont vendu 8 millions de 4L à travers les âges? C'est parce que c'était une voiture populaire. Donc, on a ce sujet à régler qui est absolument majeur. Et puis les conséquences sociales sur la filière. C'est-à-dire, est-ce que la vitesse de transformation va permettre à toute la filière de sous-traitance de suivre? C'est ça l'enjeu. Et un des autres enjeux aussi, c'est la souveraineté française et européenne. Les Chinois, je le disais, en fait, sont en force, en fait, sont là aujourd'hui. Ils ont une dizaine ou une quinzaine d'années d'avance. Ils vont vendre moins cher. Et puis en même temps, sur la fabrication des batteries, c'est eux qui ont quasiment le monopole aujourd'hui. Ils détiennent 90% de la production des terres rares pour les batteries. Comment faire pour... Vous avez entièrement raison. C'est-à-dire, sans doute la première fois dans l'histoire qu'un continent qui a une avance technologique
qui maîtrise totalement une technologie dans sa diversité, en l'occurrence la production de moteurs thermiques, décide de se saborder, de renoncer à cette avance technologique, et qui plus est de choisir l'Europe à travers la décision qui a été prise au mois de juillet et d'abandon donc des moteurs thermiques en 2035. Donc c'est la première fois qu'un continent décide d'abandonner la technologie sur laquelle il est en avance pour choisir une technologie sur laquelle il est en retard. C'est quand même extraordinaire. Donc et là où vous avez raison. Poussé par des préoccupations environnementales. Oui, légitimes. Si vous voulez, on ne remet absolument pas en cause l'objectif. Faut bien la filière automobile. Elle a commencé à faire le job. Regardez, depuis 20 ans, on a divisé par 2 les émissions de CO2. Donc on ne remet absolument pas en cause l'objectif. Ce que nous remettions en cause, c'était les moyens pour y arriver. C'est-à-dire que nous pensions qu'il n'y avait pas que la batterie. Il y avait d'autres solutions technologiques et on connaît... Vous pensez à quoi? Alors d'abord, l'hydrogène fait partie de la solution batterie, mais par exemple les carburants synthétiques, par exemple le biogaz. Il y a l'histoire de l'industrie et de l'automobile en particulier a montré que il y a des moments, il y a des ruptures technologiques et le génie des ingénieurs fait que on peut aller très vite pour développer de nouvelles technologies et s'embarquer dans une solution unique, c'est toujours dangereux. Donc c'est pour ça que vous avez quand même des doutes, vous comme Carlos Tavares. En 2035, on ne sera sans doute pas au tout électrique. Nous avons des inquiétudes, c'est-à-dire que on y va. La filière automobile, elle va être apporteuse de solutions face au défi au défi climatique et elle se met en branle pour que on obtienne des solutions en la matière. Mais ce que vous avez dit sur la souveraineté est un énorme sujet. 75% de la chaîne de valeur des batteries dans le monde aujourd'hui est en Chine. Alors on est en train de rattraper ce retard. Il y a 3 grands projets de gigafactory de batteries en France. Mais même une fois qu'on aura ces gigafactories, c'est-à-dire dans 2-3 ans pour la première, 2 ans, on a le sujet de l'approvisionnement de ces batteries en métaux rares que vous évoquez. Alors, Emmanuel Macron était là lundi. Il est resté 5h30 sur le salon. Est-ce qu'il est conscient de ça, de cette préoccupation, de cette grande inquiétude? Il est conscient, il est très au fait du sujet, il s'implique beaucoup sur la filière automobile. Et nous l'avons alerté en particulier sur ce sujet, où nous avons besoin que l'Europe reconquiert sa souveraineté. Par exemple en développant ce qu'on appelle du sourcing de matériaux rares dans les pays où vous avez des mines. Ensuite, en investissant dans des filières de transformation de ces minerais. Parce qu'une chose est d'avoir les mines, une autre est d'avoir l'industrie de transformation. Alors, l'industrie de transformation, vous l'avez dit, elle est en Chine principalement. Donc, on va avoir besoin de ça. Et puis, en parallèle, on a besoin de développer de nouvelles technologies, je l'évoquais tout à l'heure, alternatives à ces aimants, à ces minerais, c'est-à-dire des moteurs qui puissent se passer au maximum de cela. Donc, c'est beaucoup d'investissements dans l'innovation. Songez que d'ici 2026, il va y avoir 500 milliards d'euros d'investissement dans l'électrique. 500 milliards. C'est absolument considérable. Et sur cet investissement, est-ce qu'il va y avoir aussi l'aménagement du territoire en France, par exemple, pour avoir des bornes un petit peu partout? Parce qu'il y a des gens qui hésitent à acheter de l'électrique, ils se disent j'achète, mais si je tombe en panne, comment je fais, quoi? Alors quand je parle d'acceptabilité sociale, j'évoque évidemment aussi ce sujet. La voiture, si vous voulez, c'est l'incarnation de la liberté de mouvement. C'est une conquête sociale considérable. Ce qui a fait le succès au XXe siècle de l'automobile, c'est parce que c'est le meilleur moyen d'aller d'un point A à d'un point B à moindre coût, en toute liberté. On l'a vu au moment du déconfinement, quand les gens ont resté bloqués deux mois chez eux, ils étaient ravis de reprendre leur voiture en toute sécurité, d'aller se promener, etc. Donc l'enjeu, c'est est-ce que l'électrique est capable de garantir cette liberté de mouvement? Donc est-ce que, comme il y a eu au début du XXe siècle, à l'initiative de Henry Ford aux États-Unis, qui a développé les stations-service, eh bien, est-ce qu'on est capable de mailler le territoire pour garantir cette liberté de mouvement? Et est-ce qu'on a l'autonomie suffisante? Alors l'autonomie, les constructeurs ont fait énormément de progrès. En 4 ans, il y a des progrès considérables. Aujourd'hui, tous les véhicules qui sortent ont au moins 400 km d'autonomie. Maintenant, on est en retard sur les bornes, on l'a dit au président de la République, puisqu'on est à 72 000 bornes publiques, alors qu'on devrait être à 100 000. Donc il faut, sans jeu de mots, un électrochoc, là. Il faut absolument que les pouvoirs publics prennent le sujet à bras-le-corps,
parce que le pire, ce serait qu'on ait les voitures, qu'on mette des dispositifs en place pour qu'elles soient à peu près accessibles. Oui, comme par exemple aussi le geste là, de 6 000 à 7 000 euros pour l'aide. Ça va dans le bon sens. Alors, ça va dans la bonne direction, parce que comme vous avez cet écart de prix entre le véhicule thermique et le véhicule électrique, les constructeurs vont mettre environ 5 ans à réduire cet écart, avec des gains de productivité. Mais dans cette attente, il faut qu'il y ait une réduction de cet écart avec des aides publiques. Ce sont les pouvoirs publics qui décident unilatéralement de prendre cette décision d'aller à l'électrique. Si on veut que les consommateurs en achètent, il faut absolument ce type d'action, de dispositif. Merci Luc Châtel. Donc le mondial de l'auto, c'est jusqu'à dimanche. Il y a du monde. Il y avait des craintes, mais il y a du monde. Hier après-midi, j'étais encore dans les allées. C'était bondé et ça fait plaisir à voir parce que il y a de tous les âges. Qui a dit que l'automobile était réservée il y a énormément de jeunes. C'est aussi le nouveau monde automobile. Si vous voulez, il y a des influenceurs qui sont là, qui sont jamais venus sur le salon. Vous avez des nouveaux modes de distribution automobile. Donc c'est assez étonnant. Wow. Merci. Et nous y serons Sud Radio tout à l'heure avec Jean-Jacques Bourdin de 10h30 à 12h30 qui posera toutes les questions. Il y a le ministre des Transports d'ailleurs qui répondra en direct aussi à vos questions et nous interrogerons sur le tapis rouge entre guillemets pour les Chinois et les constructeurs français et européens. Et puis ce soir entre 17h et 20h de nouveau. Merci Luc Châtel. Merci.